ce qu'on cherche à faire, c'est que tout le monde dans l'entreprise sache où on s'en va. Puis voici maintenant comment est-ce que vous rentrez dans l'entreprise, puis vous situez. Donc, on a créé récemment le Flywheel de GKC. Puis Flywheel, encore une fois, c'est encore une notion de Jim Collins. C'est quoi qu'on veut faire? Le fire, le feu sacré. Mais nous, on veut livrer des bons projets esthétiques, fonctionnels à nos clients, le meilleur possible. C'est notre raison d'être. On veut aller faire ça pour nos clients. Mais si on fait ça, ça fait en sorte que nos clients vont être contents. Si nos clients sont contents, bien, ils vont référer d'autres clients. Ces clients-là, si on les rend contents, bien, ça fait en sorte que les revenus vont monter de la boîte parce que forcément, on va avoir plus de business. Si on a plus de revenus, bien, on peut grossir l'équipe. Si on veut grossir l'équipe, il faut vraiment former l'équipe et investir dans nos gens. Que ça, je suis un grand fan de ça. Je peux en parler dans quelques instants. Si nos gens à l'interne continuent à croître, bien ça veut dire qu'ils vont livrer encore des meilleurs projets. Bien, s'ils livrent encore des meilleurs projets, c'est notre raison d'être. On repart avec ça. Oui. Bien, c'est ça le flywheel de GKC. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Fernando Lozano de l'entreprise GKC Architecture et Design. Toujours à mes côtés, Normand Chadwick, mon associé et mon co-animateur. Mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finance Humaine et on donne des conseils financiers à des gens comme Fernando. Fernando, merci de prendre le temps de venir nous raconter ton histoire aujourd'hui. Déjà, on a eu une superbe pré-entrevue. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que tu as à raconter. Ceux qui écoutent ça, fermez pas vos écouteurs parce que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui vont en sortir. Oui. Fernando, tu es le président, le CEO, en fait, de cette entreprise-là. Tu es rentré là en 2003. Exact. Pour positionner un peu, en fait, l'entreprise célèbre ses 65 ans. C'est pas toi qui célèbre tes 65 ans, bien sûr. C'est la fondation de l'entreprise. Exact. Vous êtes une équipe de 73 personnes. Ouais. Vous avez 3 localisations canadiennes, Montréal, Toronto, Vancouver. Vous avez une première incursion dans le marché américain avec une ville pas mal palpitante du nom de Los Angeles. Exact. Vous avez des visions internationales. C'est quelque chose qui t'habite énormément dans ce que tu nous as raconté. Oui. Vous êtes aujourd'hui à peu près à 20 millions de chiffres d'affaires et vous avez un objectif audacieux de doubler ceci à tous les 4 à 5 ans, en plus de contagionner la planète au complet de votre belle business puis de vos beaux projets. Alors voilà pour la mise en bouche. Commençons par un peu faire la genèse. Ça marche. D'où est-ce que tu viens? Comment as-tu, disons, ton parcours d'entrepreneur, ton parcours d'architecte? Raconte-nous un peu ton histoire, s'il te plaît. Bien, regarde, moi, je suis devenu architecte par accident, en toute honnêteté. Ça a été un accident de parcours, comme j'aime dire. Moi, je me dirigeais plus dans l'axe d'ingénierie. Quand j'étais au cégep, je regardais ça, puis j'étais plus ingénierie, aérospatiale ou ingénierie mécanique. Puis là, j'ai eu l'opportunité d'appliquer à l'université de Ryerson à Toronto, qui est aujourd'hui Toronto Metropolitan University. Puis j'ai appliqué au programme d'architecture, Architectural Science. Et puis, à ce moment-là, on m'a dit oui, on m'a accepté. Puis là, j'ai changé mon parcours. Je me dis, ça va être intéressant, aller habiter à Toronto. Donc, j'ai grandi à Montréal, dans l'ouest de l'île de Montréal, à Pointe-Claire. Puis, je me suis dit, là, ça va être le fun, avoir une expérience différente, être dans une ville différente, avoir un parcours différent, rencontrer une nouvelle personne, vraiment changer, mon environnement. Puis, ça a été une expérience qui a été vraiment, vraiment très, très positive pour moi. J'ai appris c'était quoi habiter seul, vraiment à cet âge-là. Puis, vraiment apprendre aussi c'était quoi habiter la grande ville du Canada. Vraiment. Ouais. Puis, dans un moment, on parle de 1998 à ce moment-là. Puis, c'était vraiment quelque chose là, de débarquer là, puis voir déjà la croissance de la ville. Puis, aujourd'hui, Toronto, ce qu'elle est devenue en plus. Là. Mais mon parcours est parti là. J'ai gradué de Ryerson. Après ça, j'ai fait un cours qu'on appelle de l'Institut Royal d'Architecture du Canada, l'IRAC. Là, en anglais, c'est RAIC. Donc, j'ai fait ce cours-là qui est l'équivalent d'une maîtrise.
c'est vraiment, j'ai un parcours là, différent des autres architectes qui sont passés vraiment bac, maîtrise à l'université, tout ça. J'ai pas fait ça. Après ça, j'ai fait mes examens d'architecture que j'ai passés. Donc, je suis devenu architecte au Québec, l'Ordre des architectes du Québec, l'Ontario, Alberta, British Columbia. Maintenant, j'ai le Texas. Je me prépare pour la Californie. Donc, c'est pas mal, le parcours d'architecte, ça a été ça. Ouais. En 2003, je venais de graduer de Ryerson. Puis, j'ai appliqué partout à Montréal. Il n'y a pas une firme qui m'a donné vraiment une grosse chance. Puis, finalement, j'ai eu un ami qui, lui, travaillait en tant que TI chez Gross Kaplan Kowienski. Le GKC d'aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est un de mes amis qui m'a connecté avec lui. Puis, il m'a dit, nous autres, on cherche, c'est ça. Puis là, je suis rentré là. Puis, bien honnêtement, les associés qui étaient là, ils ont pris une chance avec moi. T'sais, ils m'ont vu, puis ils m'ont dit, garde, on va prendre une chance. C'est notre plus grand... c'est notre plus grande expansion qu'on n'a jamais pris dans notre histoire. On engage 3 personnes. Tout est 3. Ouais. Puis, on était au total, 16 à ce moment-là, au total. Okay. Donc, c'était une plus petite entreprise. On touchait à tout. C'était parfait pour moi à ce moment-là d'être capable de rentrer dans le métier, dans l'industrie, puis de commencer à apprendre c'est quoi le métier d'architecte. Ouais. Puis c'est ça, fait que ça a parti en 2003 pour moi. Wow. En 2003, avais-tu la fibre déjà d'être un entrepreneur, d'avoir une vision, de dire un jour, moi, je pourrais reprendre une entreprise, ou tu n'avais aucune idée à ce moment-là? J'avais aucune idée à ce moment-là de l'entreprise en soi, où est-ce que j'étais. Ça, j'avais pas de rêve là, mais je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Donc, du côté de ma mère, mon grand-père, lui, il était pêcheur. Il avait son propre bateau en Espagne, puis il était pêcheur. Puis lui, il était un des premiers à acheter un gros bateau de pêche pour aller faire de la pêche au thon, qui est un poisson de haute mer et tout ça. Donc, ça partait avec là. Puis lui, il a pris le bateau de son, pas de son père à lui, mais de son beau-père. Donc, c'était déjà une histoire de famille, là, oui. Une business de famille. Oui. Donc, ça, du côté de ma mère. Mon père, lui, c'est lui qui est entrepreneur. Parce que lui, lui est venu de la pauvreté, là, mon père. Lui, mes parents sont espagnols, viennent d'Espagne. Puis mon père, lui, il est né en 1944. C'était juste après, vraiment... Là, vraiment l'après-guerre. Oui, l'après-guerre, mais l'après-guerre de la civile espagnole. Oui, c'est ça, exactement. Fait que lui, il a grandi dans le temps de Franco. Lui, il est dans un petit village là, de 2000 personnes, perdu en Espagne. Là, fait que lui, il avait 2 choix. Soit tu travailles la terre ou tu t'en vas à la mer comme pêcheur. Mais mon père était bon à l'école. Il était bon surtout en mathématiques et tout. Puis son histoire à lui, c'est que il y a eu un prof, tellement c'est important, les professeurs, qui a dit, t'es bon, tu devrais appliquer pour te joindre aux forces aériennes de l'Espagne, la Air Force. Oui. Bon, puis il a appliqué, il s'est fait accepter, fait qu'il est allé à l'école qui est l'équivalent d'un West Point en Espagne. Fait que là, il est rentré là. Puis juste pour vous donner une idée, là, il a quitté la maison à 14 ans, il n'est jamais revenu. C'était un jeune homme. Il n'avait jamais vu un train de sa vie jusqu'au moment qu'il quitte le village à 14 ans pour s'embarquer pour aller voir, pour aller à l'école. Oui. Donc ça, c'est l'histoire. Mon père, il a fait son parcours d'Air Force et tout ça, mais lui, il est devenu entrepreneur plus tard dans la vie, où est-ce que lui, il a fait son parcours en aviation, il a travaillé pour différentes entreprises et tout ça, puis il a parti sa propre entreprise d'aviation, d'entretien d'aéronefs et tout ça, quand lui avait déjà 55 ans là, dans ce bout-là. OK, quand même. C'est ça, exact. Mais déjà avant ça, il était déjà impliqué dans l'immobilier. Donc, nous, en tant que famille, on a eu des blocs appartements et tout ça. Donc, puis il a commencé à faire ça en 1986. Moi, j'avais 9 ans. Vous êtes au Canada, là, à ce moment-là. Exact, au Canada, absolument. Moi, je suis né ici. Moi, je suis né ici à Montréal. Mais j'ai grandi là-dedans. Tu sais, j'avais 9 ans, puis il fallait... moi, les week-ends, il fallait que j'aille peindre des appartements. Il fallait que j'aille réparer des balcons, tu sais. Ouais. Donc, j'ai appris c'était quoi être un petit peu entrepreneur à ce moment-là. Donc, pour revenir à la question... Moi, je pense que je l'ai en moi d'être entrepreneur. Puis, je suis devenu architecte en accident de parcours. Mm-hmm. Puis là, je suis redevenu entrepreneur. Fait que de 2003 à 2014, l'entreprise grandit. Il y a 3 associés, c'est, j'imagine, les 3 lettres exact. À l'époque. Toi, tu n'es pas associé à ce moment-là. Non. Tu fais tes classes. Tu deviens de plus en plus important. J'imagine, tu prends ta place. Oui. Tu rentres dans l'actionnariat en 2014 et tu deviens président et actionnaire majoritaire, si j'ai bien compris, en 2020. C'est ça.
comment ces transitions-là sont faites et pourquoi tu as été choisi, ou plutôt, comment tu as pris ta place? Bonne question. C'est un processus, c'est pas quelque chose qui se passe, c'est pas un choix qui est fait. C'est une évolution d'entreprise, c'est une évolution de personnes aussi. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. D'ailleurs, moi, je le dis, pour moi, devenir l'actionnaire majoritaire là, et dire, OK, moi, je vais avoir une discussion avec mes associés seniors qui ont été des mentors pour moi, puis des coachs et tout. Puis d'aller m'asseoir avec eux autres et dire, ben moi, je veux reprendre l'entreprise. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Puis il y a beaucoup de questions que tu dois te poser avant d'y arriver à ça. D'aller dire, OK, on va aller souper, là, on va aller manger un peu, puis voici l'heure du jour. T'sais. Ouais. Comment tu t'es préparé à ça? Comment je n'étais pas préparé. Puis pour vraiment, là, je fais la blague, mais j'étais préparé du point de vue de dire, je me prépare comme je peux. Aujourd'hui, je regarde en arrière, je me dis, j'aurais pu être mieux préparé que j'étais. Mais ça a marché pareil. Ça a marché pareil, effectivement. Ouais. Mais je pense que, eux autres, ils ont vu quelqu'un qui a grandi dans la boîte et tout. Je pense que, ils ont voulu aussi dire, on va garder ça à l'interne parce qu'ils auraient pu aussi dire, tu sais quoi, on va aller vendre ça ailleurs puis faire d'autres choses. Ouais. Mais je pense que ça fonctionnait, win-win. C'était gagnant-gagnant parce qu'eux autres étaient capables de dire, tu sais quoi, si on se trouve une façon de travailler ensemble, nous, on peut continuer à travailler. C'est bon pour nous autres. Toi, tu reprends la boîte. On fait ça sur un certain temps. Ils n'avaient pas l'ambition de quitter du jour au lendemain. Ouais. Donc, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'ils étaient là dans leur stade de vie, en termes d'âge, là, notamment? Parce qu'à un moment donné, tout le monde doit y penser un jour ou un autre à cette transition-là. Ben, il était dans la mi-soixantaine. OK. Fait que le timing était quand même bon. C'est ça, exactement. Puis moi, là, ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma carrière d'affaires. Là, ça a été ça. Et pourquoi? Oui, laisse-nous pas sur notre appétit. Là. Ouais. Donc, si tu penses, en tant que jeune entrepreneur, à ce moment-là, moi j'ai quand c'est passé, là, moi, je venais de fêter mes 41 ans là, dans ce bout-là. Là, puis là, j'approchais ça. Puis moi, j'étais déjà associé. J'avais déjà des parts dans l'entreprise. J'avais déjà pris une certaine, un certain goût à l'entrepreneuriat. Puis je prenais plus de place au sein de l'entreprise aussi parce que je m'occupais beaucoup des ressources humaines. Je m'occupais beaucoup du côté du onboarding, du nouveau staff, du nouveau talent. Et puis, donc, j'étais très impliqué là-dedans. Puis, l'entreprise m'a toujours tenu à cœur. J'ai toujours eu l'entreprise à cœur. J'ai jamais vraiment été quelqu'un qui est capable de dire, ben moi, je m'en fous un peu de ce qui est. C'est juste ma job. C'est pas moi, ça. Ouais. Donc, tout de suite, je trouve que je casais bien là-dedans. Puis là, ce qui a été difficile, c'est que, qu'on le veuille ou pas, c'est bien beau de dire, je veux acheter. C'est bien beau dire aussi, je veux vendre. Mais à un moment donné, quand on rentre dans les détails, c'est là où est-ce qu'on se rend compte ce que une partie veut, puis l'autre partie veut, puis comment tu trouves ton terrain d'entente. Ouais. Comment tu fais le pont entre les deux? Comment tu fais le pont entre les deux? Parce que c'est là où est-ce que tout d'un coup, tu commences à te poser des questions de part et d'autre. Je me mets à ma place. Je me mets à la place de mes associés. Ils sont dans la mi-soixantaine. Puis eux autres doivent se dire, on est un jeune, on veut faire, on va dire la bonne chose, là, puis quelque chose d'humain, puis quelque chose qui est bien. Mais je veux pas arrêter de travailler. Je veux pas arrêter de mener l'entreprise. De contribuer, puis de driver, puis je me sens bien, puis tout ça, je me mets à leur place. Puis moi, je me mets à ma place où est-ce que j'étais, puis c'est comme, ben là, moi, je veux faire ça, moi, je suis prêt à mettre l'argent sur la table, mais là, si moi j'achète, c'est parce que c'est moi qui prends une décision. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, tu as des gens de l'autre côté qui disent, mais moi, ça fait 35 ans, 40 ans que je roule la business d'une certaine façon, puis c'est moi qui prends ces décisions-là, puis je sais comment je les prends, puis je veux continuer à les prendre. Oui, mais tu ne peux pas avoir les deux. Donc, comment tu trouves une façon de faire tout ça fonctionner? Parce que la réalité, c'est pas juste l'argent, là. C'est vraiment ce que tu dis, c'est dans le transfert de pouvoir. C'est le transfert de pouvoir. Qui semble avoir été les bonnes discussions croustillantes. Là. Oui. Parce qu'en bout de ligne, il y a ça, puis il y a aussi le fait que, où est-ce que je n'étais pas préparé, puis je pense qu'eux aussi non plus, c'est qu'on n'a pas eu assez de discussion là-dessus. On aurait dû en avoir plus. Mais je pense qu'il y avait aussi une dynamique du fait que moi, j'étais à l'interne, puis moi, j'étais encore le stagiaire qui est arrivé là en 2003, où est-ce que la première journée de travail, on me dit, regarde, déplace les barres sur le bureau, là, puis installe dans le coin. C'est ça. Puis là, il est en avant de toi, cette même personne-là est en avant de toi.
on parle de même pas 15 ans, mais on va dire 15 ans plus tard. Puis cette personne-là dit, je veux acheter l'entreprise, puis je veux la reprendre, puis voici ce que je vais faire, ce que je suis prêt à faire, comment je vais la mener, ma vision, puis ci, puis ça. Puis cette personne-là va devenir en sorte le patron. Ouais. Puis en tant que vendeur d'entreprise, que toi, tu as été le patron, là, tu as le jeune que tu as engagé qui devient ton patron. Ouais. Hey, c'est pas facile, ça, d'accepter ça. Je me mets à leur place, là. Ouais. Wow! Ouais. Tu sais, comment tu prends ça? Puis là, vous allez cohabiter dans ce nouveau setup-là. Absolument. Où est-ce qu'un est devenu comme ça? Exactement. Puis, dans tout ça, on a dit, OK, bien, la première année, là, business as usual. Puis moi, je me suis pris aussi d'un côté plus, je voulais être respectueux, surtout. Oui. C'est-à-dire, je veux respecter ce qu'ils ont accompli, qui ils sont, l'aura aussi qu'ils apportent, autant au sein de nos clients, des projets de notre staff et tout ça. Je ne suis pas ici pour tout chambarder. Là. Moi, je veux que l'entreprise, elle aille bien puis elle succède. Je viens de prendre une dette énorme sur les épaules. Je veux que ça fonctionne. T'sais? Puis eux ont quand même dit, ils ont quand même bien agi dans tout ça. Je trouve là, vraiment, là, nous, on est une histoire de succès, de transition. Ça n'a pas été facile. Pour moi, ça n'a pas été facile pour eux. Ça, je reconnais ça. Mais en bout de ligne, on a toujours trouvé une façon de tout faire fonctionner ça. À part le légal puis le fiscal, est-ce que vous êtes fait justement accompagner d'un point de vue peut-être plus personnel, psychologique ou relation? Non, super bonne question, ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai engagé les avocats de Norton Rose. Puis je vais mentionner, là, vraiment, c'est Emmanuel Grondin chez Norton Rose. Là. S'il nous écoute, puis s'il écoute ça, vraiment, là, il sait, puis j'ai dit qu'il a été excellent pour moi. Vraiment excellent. Emmanuel m'a beaucoup aidé au niveau psychologique de comment penser une business puis une transaction. Donc, moi, j'ai énormément grandi dans le processus de cette transaction-là. Puis, on parlait d'être préparé, pas préparé. C'est que j'étais tellement préparé dans certaines choses parce que j'étais déjà trop en avance sur mes associés dans mon raisonnement, le pourquoi du comment de tout ça, parce que j'avais Norton Rose d'un côté, j'avais Richter aussi à ce moment-là qui m'avait aidé au niveau comptabilité. Puis, ça a été excellent pour moi. Ça a coûté cher, mais ça a apporté fruit. Je le ferais sans problème parce que pour moi, ça n'a pas été un coût, ça a été un investissement. Ça a été un investissement pour moi. Parce que moi, j'ai énormément appris de ces professionnels-là. Vraiment, là, au niveau légal, au niveau fiscal, de comment monter une transaction, comment ça fonctionne, ça, une acquisition d'entreprise. Toutes les options. Puis j'avais des rencontres, là, la plupart du temps, là, de 16h à 18h, 19h le soir avec ces professionnels-là. Parce que moi, il fallait que je continue à travailler en même temps que je fais ça. Ça a été énormément de travail. Puis, quand je faisais ça, c'est qu'on explorait chaque option. OK, si ça se fait, qu'est-ce qui se passe? On va jouer les dominos de chaque option. Donc, j'avais une tête là, qui explosait. Tous les scénarios. Tous les scénarios, exactement. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que dans le parcours, parce que moi aussi, j'ai été repreneur à un moment donné d'un cabinet où j'avais un associé qui était 30 ans plus âgé que moi, qui avait créé, comme tes associés avaient créé la boîte, puis à un moment donné, je me sentais redevable, intimidé même parfois, figure paternelle. As-tu déjà eu ce sentiment-là vis-à-vis tes partenaires? À 100%. À 100% même que je dirais, c'est ça qui m'a peut-être ralenti un petit peu au début. Puis je pense que ça a créé aussi un certain sentiment de... En anglais, le mot, c'est resentment. Du ressentiment. Ouais, du ressentiment. Ça n'a pas tout à fait la même saveur, on dirait qu'en anglais. Là, mais... Ouais, un petit peu d'amertume. Parce que j'étais comme, hey guys, là, à un moment donné, je pense qu'il y avait aussi le côté où est-ce que moi, je voulais en apprendre plus. Je me sentais bien. Je voulais en apprendre plus. Il y a certaines choses que moi, je voyais que je voulais changer et faire évoluer dans l'entreprise. Puis je me gardais, Tu te gardais une gêne. Je me gardais une gêne. Puis je reculais, puis je disais, tu sais quoi, peut-être pas tout de suite, ou y a-t-il une autre façon d'aborder ça? Ça me tente pas, je sais, ça, il va falloir que je me batte là-dessus. Fait que j'ai d'autres choses à me battre, là, t'sais. Donc, je pense que dans les 2 premières années, là, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été ça, où est-ce que j'avais pas encore
moi, si je me regarde dans le miroir, j'avais pas pris suffisamment de maturité d'entrepreneur pour être capable de dire, OK, là, il faut... Là, c'est moi, là. Parce que tu l'as dit tantôt, c'était tes mentors aussi. Exact. Donc, pendant cette période-là, si tu as de la misère à aller te confier à ces gens-là, t'avais-tu un autre confident on the side? C'était-tu Emmanuel ou tu avais déjà d'autres ressources pour te confier dans... Ben, oui, la réponse est oui. Donc, juste pour mettre en contexte, là, on est en plein COVID. Oui. OK? Parce que moi, ma transaction, je l'ai faite en 2020. C'est vrai. Tu avais fait une première tranche en 2014, mais la grosse est en 2020, c'est ça? Moi, j'ai fait des tranches en 2014-2017. Puis là, la grosse, c'était 2020. Fait que là, on est en 2020 actuellement. On est en 2020. Parce que là, on a fait la transaction de dire, OK, là, c'est moi qui achète ta boîte. Ouais. On fait une transaction, c'est un earn-out sur 5 ans. Ouais. Ça, on va prendre notre temps. Puis, ça a été en 2020. OK. Puis là, on a fait dans le fond, on s'est entendu sur les paramètres du deal décembre 2019. Puis on a dit, OK. Il s'est passé de quoi en mars, hein? Je pense, après en 2020. Ben, c'est ça. Fait que là, on revient au mois de janvier. Puis là, on dit, ben là, on va passer des avocats, puis comptables, tout ça. On va arranger les affaires. Puis là, hop, il y a quelque chose qui se passe en Chine. Hop, là, ça accélère. Hop, il y a quelque chose qui se passe en Europe. Puis là, tu sais, tout ça. Puis là, moi, j'avais une décision à prendre. Hey, je poursuis-tu l'affaire? Ou je tire la plug, puis je vais... tu sais, je vais aller... Je ne vais pas soucier mon pouce en quelque part, là, tu sais, je sais pas. Puis là, j'ai dit... j'ai pris du recul, puis je me suis dit, avec tout ce qui se passe, je prends du recul, puis là, j'ai dit, c'est quoi je fais? Parce que c'est quoi qui va rester pareil dans le futur? Il y a bien des inconnus avec la COVID, mais qu'est-ce qui va demeurer constant, puis ça va aller où, cette affaire-là, tu sais? Puis j'ai dit, tu sais quoi, il faut avoir un peu de... Oui, je vais avoir un peu de risque, mais il faut avoir un peu de foi, comme quoi les choses vont se replacer à un moment donné. Ça va être différent, mais ça va se replacer. Fait que j'ai dit, tu sais, je poursuis, je continue, je fonce là-dedans, puis c'est ça que j'ai fait. Mais comme on disait, là, c'était mes mentors. Ils sont toujours mes mentors parce que je leur discute souvent de bien des choses. Parce que là, vous avez cohabité encore jusqu'à aujourd'hui. Puis même aujourd'hui même, on cohabite. Puis peut-être qu'ils vont écouter le balado. J'espère qu'ils vont l'écouter d'ailleurs. Ouais. Je vais leur recommander de l'écouter. Bien sûr. Donc c'est ça. Puis les autres, ils continuent jusqu'au 31 décembre là, de cette année où ils vont compléter leur earn-out. Puis après ça, ils vont passer un autre chapitre de leur carrière. Ils vont tomber en tant que consultants toujours avec nous. Ils vont continuer à travailler avec nos clients et tout ça. Être là pour épauler les associés qu'on a aussi à l'interne maintenant pour être capable de continuer les transitions, de continuer le coaching, continuer le mentorat pour que ça soit gagnant-gagnant. Oui, OK. Fait là, on tombe dans le fond dans la phase 3. Hein, on pourrait dire. Une phase initiée en 2014, un gros chunk en 2020, on est rendu en 2025. Et puis, si j'ai bien compris, en pré-entrevue, le 5 novembre, c'est là où vous annoncez officiellement cette dernière phase-là dont tu parles, où tes deux partners vont vraiment se faire racheter le dernier bois. En fait, ils ont fini d'acheter, tu deviens 100% propriétaire. C'est ça. Et puis eux vont continuer tant aussi longtemps qu'ils ont du fun, puis qu'ils contribuent, puis tout ça, on leur place là-dedans. Puis moi, je leur souhaite que du bonheur. Là, bien sûr. Là, moi, je veux vraiment qu'eux se sentent à l'aise aussi. Puis je veux qu'ils ont tellement à contribuer encore. Du point de vue de connaissance, d'expérience. C'est ça que c'est. C'est l'exemple là, du bocal là, que tu remplis là, avec des balles de tennis, après ça des balles de golf, après ça tu mets des billes dedans, là, puis après ça tu mets du sable dedans. Ben là, on est rendu là. Eux autres peuvent apporter tout le sable, là, les grains de sel, si on veut dire ça, pour qu'on s'en remplisse les bocals de chacun des associés qu'on a à l'interne. Et eux étaient là depuis quand? Parce que la business s'est startée en 1959. Ouais. Et ces deux partners-là là, qui sont à cette phase-là ont commencé à quel... Jerry Kovinsky s'est joint au début des années 80. OK. Et puis Richard Kaplan s'est joint en 85. OK. Et fait que toi, t'étais genre au secondaire, là, ou à peu près. Ouais, moi, j'étais au primaire encore. C'est ça, 1985. Là. Donc, je me souviens encore d'écrire 1985 là, sur mes feuilles avec mes petits crayons HB. Donc, c'est ça. Puis ça a continué d'être petit jusqu'à un certain temps. Leur vision à eux, ça a toujours été de garder une boîte plutôt au maximum d'avoir 25-30 personnes. Ils ne voulaient pas avoir une grosse boîte. Eux autres. Ils avaient les opportunités. C'est pas des opportunités qui leur manquaient, c'est pas leur savoir-faire qui leur manquait, c'était pas ça du tout. D'ailleurs, moi, je pense que mes associés, s'ils avaient voulu vraiment pousser la machine,
ils auraient pu être une des grandes boîtes de Montréal, puis même au Canada, sans problème. Là. Ils avaient le talent pour le faire aussi à l'interne. Il faut que je mentionne aussi Ron Keyes, qui a fait vraiment, lui, il est à la retraite maintenant, mais Ron a été la personne qui était vraiment le directeur créatif de GKC pendant une vingtaine d'années. Il y a aussi mon associé que je veux vraiment mentionner, c'est Normand Côté, qui lui aussi, c'est un autre actionnaire qui aussi, lui, le 5 novembre, va devenir actionnaire émérite ou associé émérite. Et puis, lui est hyper consciencieux techniquement. Là, au niveau technique, incroyable. C'est quelqu'un qui a un être humain exceptionnel. C'est un joueur d'équipe. C'est la personne là, qui va te dire là, hey, t'as tellement fait une bonne job, c'est super bon, c'est ça, mais c'est aussi la personne qui va te dire hey, pourquoi t'as fait ça? C'est pas bon ça. Ouais. Ça, il faut que tu le changes. C'est une personne qui te garde imputable. C'est pas tout le monde qui est capable de vivre avec ça, mais il a été excellent dans le parcours de GKC. Lui s'est joint à GKC en 1997 ou 98 dans ce bout-là. Et puis, il a été une pièce maîtresse vraiment dans le casse-tête qui a été GKC. Il est toujours avec nous aujourd'hui. Il va continuer à travailler à temps plein aussi avec nous en tant que consultant. Donc, un petit peu plus régulièrement que les deux autres qui, eux, vont plus tomber... ralentir un peu plus, ouais. On va passer à une section questions courtes, réponses courtes. Tu y penses pas trop, OK? En fait, tu y penses pas, vraiment. OK. Puis si la question t'interpelle pas, ben, tu as le droit de dire « passe ». OK. Alors, on commence, on se lance. Le mot qui décrit le mieux ta philosophie d'affaires. Être ouvert. Être ouvert à toutes les possibilités. Le plus grand mythe sur l'architecture. Que c'est facile, c'est difficile. Une compétence sous-estimée chez les architectes. Planification de projet. Si tu n'étais pas architecte, tu aurais été quoi? Pilote. Le projet dans ta business qui t'a le plus transformé, ou je dirais même qui t'a obligé à te transformer. Le reprenariat. Reprendre l'entreprise, être obligé de faire mon deuil d'être architecte et devenir patron d'entreprise, PDG d'entreprise. Quelque chose que tu dis souvent à ton équipe. Ayez confiance en vos moyens. Une erreur que tu referais, une erreur qui a été payante pour les apprentissages. J'en ai fait des erreurs. Les erreurs qu'on fait dans la vie, c'est ceux qui nous forment. Dans beaucoup de cas, on apprend plus de nos erreurs que de nos succès. Puis c'est plus le mindset de pourquoi. Puis c'est de dire parce qu'une erreur, tu viens te questionner pourquoi est-ce que ça a été une erreur, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais quand tu as un succès, tu ne te poses pas la question deux fois. C'est ça, l'être humain. Ah, j'ai du succès. Tu ne te poses plus la question pourquoi ça a bien fonctionné. Puis c'est drôle parce que en tant qu'entreprise, puis PDG, une des choses que j'essaie de faire, c'est de dire ben, comment ça se fait que ça fonctionne super bien. Et je veux aller voir pourquoi ça va bien parce que je veux le répliquer ailleurs. Apprendre des erreurs par la suite. Ce que tu recherches chez un jeune professionnel. Moi, ce que je recherche en tout temps, peu importe le poste, là, c'est quelqu'un qui a de l'intégrité. Intégrité. Une fois que tu as ça, ben là, je peux regarder dans le prochain niveau, qui est l'adaptabilité. Donc, parce qu'on est dans un monde qui change là, très rapidement. Là. Il n'y a rien qui reste pareil longtemps. Donc, il y a ça. Après ça, évidemment, les compétences techniques et tout, là, mais le soft skill est très important. Là. Comment tu fais pour te recentrer quand tout se met à aller trop vite? Moi, je m'entraîne beaucoup physiquement. J'aime ça m'entraîner tous les jours. Puis quand je suis fatigué, je ne m'entraîne pas cette journée-là. Donc, ça me fait en sorte que je m'entraîne souvent. Mais c'est comme ça que je me recentre. Je me recentre vraiment là, en étant seul. Moi, je suis enfant unique. Puis j'aime ça me recentrer seul. Je mets de la musique dans mes écouteurs. Puis je m'entraîne physiquement. Puis ça m'aide à me recentrer. Ou sinon, je vais faire une randonnée. Ça m'aide aussi beaucoup. Une autre chose qui m'aide plus aussi, c'est me sortir de ma propre tête. C'est sortir avec des amis. Bien sûr. Des sorties, surtout des soupers. Là, on sort dans des restaurants et tout. Ou aller voir un match de hockey. Des choses comme ça. Là. Sortir de ma tête. Le conseil que tu donnerais à toi-même à l'âge de 25 ans. Donc, tu te rends compte sur la rue, tu as 25 ans, puis tu te donnes un bon conseil. Arrête pas. Continue. Un endroit dans le monde qui t'inspire? Moi, ce qui m'inspire, c'est... Je suis allé à Madrid cet été
il y a un mois d'ailleurs. Tu vois, c'est une ville qui est tellement belle. Puis ce qui m'inspire, c'est j'étais en famille avec mes enfants. Puis là, on était à Puerta del Sol. Puis ça, c'est le point zéro en Espagne. C'est d'être là. Toutes les rues sont toutes mesurées à partir de là, à Madrid. Puis t'es là, puis il y a du monde partout. De toutes sortes. Ils viennent de partout dans le monde. Puis c'est ça qui m'inspire. C'est vraiment, là, c'est voir que l'humanité, là, quand même, là, avec tout ce qu'on entend des nouvelles, puis la rhétorique qu'on a en ce moment, là, au niveau politique et tout. Mais là, quand tu te retrouves par terre, puis tu vois tout ça, que les gens sont capables de s'aider, à être tous ensemble, puis passer un bon temps, puis être correct, puis civiliser, puis ça va bien, ça, c'est le fun. Une innovation urbaine que tu trouves particulièrement brillante? Innovation urbaine, à Montréal, Place des Montréalaises, c'est quelque chose que les gens devraient aller voir. La Place des Montréalaises? Place des Montréalaises, oui, une commémoration aux femmes là, de la Polytechnique et d'autres femmes qui ont marqué aussi l'histoire de Montréal. Oui, donc ça a été une réalisation de Lemay, en collaboration avec Andrew King et Angela Silver. Et puis, moi, je le recommande fortement aux gens d'aller voir ça. Vraiment, c'est une réalisation urbaine qui est vraiment très, très, très bien réalisée. On n'y manquera pas. Ce que tu voudrais léguer au-delà de ton entreprise? Ben moi, c'est pour mes filles. J'ai 2 filles, là, 13 ans puis bientôt 12 ans. Puis c'est vraiment qu'elles se rappellent que leur père les aime. Honnêtement, là, c'est ça. Tout simple, mais très beau. Et pour toi, meilleur humain, meilleur monde, qu'est-ce que ça veut dire? Redonner aux autres. Puis, tu sais, la philanthropie fait partie de ce que j'essaie de faire moi-même personnellement, mais aussi avec mon entreprise. Puis, je vais le mentionner, là, on est très actifs avec Maison de la Paix à Longueuil, là, dans la Rive-Sud de Montréal. Puis, on les encourage énormément. Puis, pour ceux qui nous écoutent, si vous pouvez aller voir Maison de la Paix, leur site web, si vous pouvez les encourager, tant mieux. Ils ont une bonne cause. Tu nous as parlé, sans trop le dire, de 2 ingrédients, je pense, majeurs ou très importants dans le succès d'une entreprise. S'entourer de gens compétents qui représentent les valeurs de l'entreprise, puis d'avoir une vision. Oui. Puis clairement, ta vision, c'est... tu as déjà accompli beaucoup de choses. Ton leadership, il y a eu une belle croissance, des changements technologiques, le branding. Mais là, vous partez pour la gloire, là. Parle-moi de ça un peu. OK, bien, on va commencer avec... Quand j'ai repris l'entreprise, là, les 2 premières années, là, il fallait survivre. Oui. Puis ce que je veux dire par survivre, c'est parce que je m'explique vraiment, là, c'était du positif quand je dis survivre. C'était la COVID. Nous, notre créneau, là, les créneaux dans lesquels on travaille, là, les gros créneaux, c'est commercial industriel. On ne fait pas de résidentiel, pas pour le moment d'ailleurs. Mais dans l'industriel, on fait des centres de distribution qui soient température ambiante, réfrigérés, congelés. On fait des sièges sociaux. On fait des intérieurs, on fait du commercial, du retail. Les Rona, Renault Dépôt, là, on en a fait au Québec là, quasiment tous. Là. Partout au Canada, on les a fait. Donc, on a fait du retail, on a fait des concessionnaires automobiles, le kilomètre de l'auto de Brassard. Là, c'est pas mal nous autres. Oui. On a fait peut-être la moitié là, dans les premières années. Donc, on a fait tous ces créneaux-là. Mais là, en 2020-2021, c'est quoi qui a fait? C'est eu l'explosion du commerce électronique. Les Amazones de ce monde et tout ça. Donc là, les centres de distribution, ça a éclaté. Nous, c'est notre pain, notre beurre. On fait ça à tous les jours. On est considéré parmi les meilleurs, sinon les meilleurs à faire ça. Donc là, c'était 2020-2021. Il y a une grosse poussée pour ça. On ne pouvait pas les faire assez vite. Okay. C'était incroyable, la demande. Donc là, nous, on s'est embarqué là-dedans, puis on a dit, bien là, le train passe, soit on embarque ou on n'embarque pas. La vision, pour moi, était, il faut prendre la croissance quand on l'est. Donc là, on a doubler la taille de l'entreprise à l'intérieur de 3 ans, 4 ans, là, justement avec ça. Puis ça vient avec toutes les douleurs qui viennent avec ça. Les douleurs de les challenges. Ouais. Oh mon Dieu, surtout au niveau RH, hein, parce que là, c'est ton absorption, ton taux d'absorption, il est limité au début. Parce que, mettons, on était 30 au début, puis là, si tu ajoutes 3 personnes, ben, c'est 10 de plus. Ouais. OK, mais quand tu es 60, puis c'est 3 personnes encore, mais là, c'est 5 C'est beaucoup le moins. Poids relatif. Le poids relatif. Et non seulement ça, mais
quand tu passes d'une entreprise de 30 à, mettons, 50 personnes, OK? Dans les livres de Jim Collins, là, je suis un grand fan de Jim Collins, il parle de snowcap to snowcap and Death Valley. OK? Puis snowcap to snowcap, c'est vraiment d'être capable de passer une entreprise, que ce soit en chiffre d'affaires ou des headcounts, au total d'employés. Tu passes de 30 à 50, mais entre 30 et 50, ce qui se passe, c'est que là, il faut que tu fasses des investissements dans des rôles qui sont des rôles de support. Tu as besoin d'une autre personne à RH, tu as besoin de quelqu'un en comptabilité à temps plein, là, tu as besoin de quelqu'un en marketing à temps plein. La personne en marketing, elle ne peut pas être seule, ça va prendre une équipe 2-3 aussi. Mais toutes ces personnes-là, ce n'est pas des rôles qui génèrent du revenu, ça te coûte des profits. On se comprend. C'est des rôles qui soutiennent d'autres rôles. Mais si tu les as pas... Mais si tu les as pas, la structure va s'effondrer. Tu n'as pas de structure, tu peux pas croître, tu t'en vas nulle part. Ouais. Là, c'est quoi que tu fais? Il y a une différence entre croissance et ce qu'on appelle faire du scaling, de l'échelle. Ouais. OK? Donc là, c'est ça que moi, j'ai compris. C'est que là, dans ces années-là, on a beaucoup grossi. Mais moi, ce que je voyais, c'est que moi, je travaillais 16 heures par jour. Parce qu'il fallait que je travaille en tant qu'architecte, puis il fallait que je travaille en tant que dirigeant d'entreprise. C'était bon. La COVID a fait en sorte qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ouais. Fait que ça a bien tombé pour moi. Fait que ça, il n'y a personne qui s'est plaint. J'étais dans mon sol longtemps. Donc, je me suis entraîné puis j'ai travaillé. C'est ça que j'ai fait. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis, mais après ça, je me suis rendu compte que ça prenait plus que ça. Puis là, il n'y avait pas trop de temps à penser au sujet de la vision et tout ça. Puis, mais une fois que ça s'est, ça allait plafonner à un moment donné, là, parce que là, OK, le monde commençait à reprendre un peu, puis tout, en 2022, dans ce bout-là. Puis là, je me suis dit, OK, là, il faut revenir un peu fondamentalement. Là aussi, la structure était créée, j'avais créé de l'infrastructure, j'avais investi aussi dans certains postes et certains rôles qui faisaient en sorte que moi, j'étais capable de passer plus de mon temps à travailler sur l'entreprise au lieu de dans l'entreprise. On the business, in the business, comme on dit. Puis là, ce que ça m'a permis de faire, c'est de tracer un peu plus la vision. Puis de dire, OK, bien, pour être capable de matérialiser une certaine vision, ça va prendre certaines personnes ou certains rôles et tout ça. J'ai engagé directrice marketing, culture d'entreprise, Annie Gagné, qui, elle, a été vraiment, vraiment là, clé. Au moment clé, est arrivé au moment clé, là, en 2022. Puis elle est toujours avec nous d'ailleurs, puis son équipe continue à prendre de l'expansion et tout, qui m'a aidé vraiment à dire, OK, moi, ce que je lui ai dit, j'ai dit, moi, je sais où je veux m'en aller, mais je ne sais pas comment. J'ai besoin qu'il sait comment. Donc, puis moi, je suis un leader qui... C'est drôle, on m'a posé la question. Tu sais, en un mot, tu es quel genre de leader et tout ça? Puis j'aime ça, donner le empowerment, hein, on dit en anglais. Là. J'aime ça donner ça à tous les joueurs de mon équipe. Fait que là, avec Annie, j'ai dit, ça, c'est ton bébé, le marketing, tout ça. Tu me dis comment faire, mais c'est là où est-ce que je veux m'en aller. Donc, elle a tout tracé le plan. Comment est-ce qu'on fait, dans quel jalon, dans quelles années, combien de temps ça va prendre. C'est un plan sur 3 ans. Puis là, on vient de compléter 3 ans. Donc, on vient de compléter vraiment le plan qu'Annie a mis en place il y a 3 ans, qui a été vraiment le rebranding qu'on a fait. Donc, l'image de marque a été refaite. Notre nouveau site web est en ligne. Tout ça, là, ça a tout été fait là, au cours des 3 dernières années. Donc ça, là, on est prêt à dire, on se met de l'avant avec cette image de marque-là. La vision, c'est faire de l'architecture à l'ordre mondial. Nos valeurs à nous, bien identifiées, c'est leadership, collaboration, excellence. C'est ça. C'est simple. Puis, ce qu'on cherche à faire, c'est que tout le monde dans l'entreprise sache où on s'en va. Donc là, on a bâti une intranet aussi à l'interne pour que tout le monde voit où est-ce qu'on s'en va. C'est là où est-ce qu'on s'en va l'entreprise. Puis voici maintenant comment est-ce que vous rentrez dans l'entreprise, puis vous vous situez. Donc, on a créé récemment le Flywheel de GKC. Puis le Flywheel, encore une fois, c'est encore une notion de Jim Collins. Puis, dans le Flywheel de GKC, ça démontre comme quoi si nous... c'est quoi qu'on veut faire? Le fire, le feu sacré. Mais nous, on veut livrer des bons projets esthétiques, fonctionnels à nos clients, le meilleur possible. C'est notre raison d'être. On veut aller faire ça pour nos clients.
Mais si on fait ça, ça fait en sorte que nos clients vont être contents. Si nos clients sont contents, bien, ils vont référer d'autres clients. Puis ces clients-là, si on les rend contents, bien, ça fait en sorte que les revenus vont monter de la boîte parce que forcément, on va avoir plus de business. Si on a plus de revenus, bien, on peut grossir l'équipe. Si on veut grossir l'équipe, il faut vraiment former l'équipe et investir dans nos gens. Que ça, je suis un grand fan de ça. Je peux en parler dans quelques instants. Si nos gens à l'interne continuent à croître, bien ça veut dire qu'ils vont livrer encore des meilleurs projets. Bien, s'ils livrent encore des meilleurs projets, c'est notre raison d'être. On repart avec ça. Oui. Bien, c'est ça le flywheel de Chase. Ça ne me dérange pas. Je partage ça avec tous les entrepreneurs. Bien sûr. Oui. Vraiment, avec tous les entrepreneurs qui nous écoutent, là, faites un flywheel. Ça, là, puis si vous ne savez pas d'où commencer en business, puis vous êtes dans une entreprise, allez lire tous les livres de Jim Collins. Tapez-vous tous les livres. Je vous les recommande. Ça va vous donner un point de départ. Le meilleur que j'ai lu, il est plus récent, là, c'est Beyond Entrepreneurship 2.0. Je le recommande fortement. Cela étant dit, moi, j'ai fait le flywheel. Puis avec le flywheel, ça, ce que ça permet de faire après ça, c'est d'aller voir chaque employé et dire, voici, le travail que tu fais est important. Puis voici pourquoi il est important. Toi, tu rentres là. C'est comme ça que tu fais tourner la roue. Puis tu fais tourner l'engrenage. Mm-hmm. Puis ton collègue qui est en marketing, qui travaille très fort, là, ça ne te coûte pas ton bonus, là, son salaire. T'sais? Ça va le générer. Ça va générer d'autres. Ouais. Parce que voici où est-ce qu'eux rentrent. Puis là, c'est transparent pour qu'eux autres comprennent c'est quoi que leurs collègues dans différents départements, comment est-ce qu'eux contribuent. Donc, si les employés se sentent comme quoi ils savent pourquoi ils sont là, pourquoi ma job est importante? Je ne fais pas juste du dessin. À quoi je contribue, moi? Je contribue à quoi, là? Ouais. C'est ça. Donc, moi, je suis un grand fan d'être capable de dire ça aux employés. Voici pourquoi toi, tu es important. Ta job est importante pour telle raison. C'est comme ça que tu contribues. Puis quand tu rends ça transparent comme ça, tu donnes l'opportunité à l'employé de se sentir engagé. Tu vas aller soutirer le maximum de cet employé-là. Puis l'employé va être satisfait. Bien sûr. Gagnant-gagnant. Il y a une bonne vieille... Tu cites beaucoup de citations anglophones. Il y en a une que j'aime personnellement qui est « What got you here will not get you there ». Donc, en gros, ce qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui, puis il y a déjà un super succès que tu viens de nous rencontrer dans la dernière demi-heure, inclut un succès de reprenariat, un succès d'une équipe qui s'est bâtie. Le plan marketing d'il y a 3 ans, il est livré. Il est rendu obsolète. Oui. Et puis là, vous avez des rêves de passer de, tu sais, je fais juste multiplier par 2 vos chiffres, mais dans les 4 à 5 prochaines années, vous passez de 20 à 40 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes une équipe de peut-être 140 personnes. Vous allez avoir de nouvelles douleurs de croissance. Certaines que tu peux anticiper, d'autres qui vont te prendre par surprise. Comment anticipes-tu justement, vous autres comme équipe, là, parce que tu es rendu avec une belle équipe pour ça, il n'y a pas juste toi d'intelligence dans ce business-là. Comment vous allez faire ça? Oui. Bien, ce qui se passe, c'est tu passes d'être une entreprise où est-ce que tu travailles de façon où est-ce que tout le monde travaille ensemble, parce que là, il faut que tu commences à avoir une structure d'entreprise avec une chaîne de commande, une chain of command. Il faut que tu aies ça. C'est pas une... Puis je veux vraiment dissocier ça d'une hiérarchie. OK? C'est pas la même affaire. Parce que des hiérarchies, ça peut devenir très bureaucratique. Ah, ben ça, c'est pas ma job, je fais pas ça. Non, c'est pas ça qu'on parle. C'est qui prend quelle décision. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout. Qui est imputable? Qui est imputable? T'sais, qui est responsable, qui est imputable, qui doit être informé, le RACI, là, dans le fond. Là. Bon. Mais dans cette croissance-là, ce qu'il faut comprendre, c'est de dire, OK, quand tu vas croître, premièrement, ça coûte d'argent croître. Absolument. Donc, tu as besoin de la trésorerie pour être capable de croître. Puis tu dois être capable de dire, OK, combien est-ce que je peux me permettre de croître? Puis si ça ne fonctionne pas, quand est-ce que je tire la plug? Il faut que tu le saches d'avance. Si tu n'as pas un plan A, de dire, OK, si ça va bien, c'est ça que je fais. Puis si ça ne va pas bien, voici la ligne, puis voici le data qui fait en sorte que moi, je vais tirer la plug. Puis c'est plate, là. Il y en a qui l'ont fait. Puis s'il faut le faire, on va le faire. Cela étant dit, c'est pas le plan. Je ne me choisis pas d'être obligé de faire ça. Quand on commence à croître, il y a aussi le fait que, comme tu disais, ce qui t'a amené ici, c'est pas nécessairement ce qui va t'amener au prochain niveau. Puis quand tu veux passer au prochain niveau, il faut que tu aies déjà une vision sur ça va être quoi la structure que tu vas avoir au prochain niveau. Donc, pour faire ça, moi, j'ai engagé un coach de CEO cette année.
OK. Donc, moi, j'ai engagé de CEO International, Edward Hughes. Lui, il a été PDG d'une compagnie de golf très populaire aux États-Unis. Lui est basé à San Diego. Donc, moi, j'ai des rencontres avec lui virtuelles et en personne aussi. Et puis, lui, il m'aide énormément à être capable de dire, OK, tu vas aller où? OK, bien, moi, ultimement, je veux faire 20 fois l'entreprise que j'ai. OK? Quand tu vas être rendu là, voici ce qu'elle va avoir de l'air à l'entreprise. OK? Là, on va y aller en reculant. Mm-hmm. C'est partir de la fin puis reculer tranquillement. Exactement. Aujourd'hui. On part avec la fin puis dire, OK, tu veux faire 20 fois l'entreprise. Hey, 20 fois l'entreprise, là, c'est toute une machine. Là. Puis vraiment, c'est tiré vers le haut. Là, c'est le 20X, là, pas 10X, 20X. Ouais. Shoot for the stars, comme on dit. Là, ouais. Vas-y au max. Là. Puis pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, là, moi, je dirais, faites la même affaire. Ouais. Vas-y, vise haut. Vise haut, haut, haut. Très haut. Puis quand tu vises haut, double. Do it! Tout à fait. Ouais, ouais. Do it! T'sais, après ça, ça ne veut pas dire, là, vas-y, puis par la tête. Là. Non, non. Vise haut. Pourquoi? Parce que quand tu vises haut, puis tu écris tes buts, puis tu le mets en production par la suite, là, tout d'un coup, là, tu commences à dire, OK, tu commences à travailler avec ça en tête. Tu penses plus à dire, je cherche seulement à faire ma journée. Là. Non, non, là, tu vises à dire, c'est quoi que je dois faire à chaque jour pour être capable de remplir ce but-là? Puis le but, là, il est très haut. Tranquillement, là, tu commences à rendre compte, puis à un moment donné, après l'avoir fait, pas une journée, pas 2 jours, c'est comme aller au gym. Après 3 jours, tu n'as rien vu. Là. Mais si tu le fais pendant 3 ans, là, ton corps va avoir changé. Ouais. C'est la même chose en business. Ça amène vraiment une question super intéressante, OK? Parce que, évidemment, toi, tu es en affaires, tu es un entrepreneur. Mm-hmm. C'est le fun de parler de 20X, ça t'inspire, ça t'allume. Puis là, tu parles de ça à ton équipe. Oui. Puis ça a le potentiel des allumer, je pense. Oui. Parce qu'effectivement, moi, je pense qu'il n'y a aucun être humain qui se lève le matin dans la vie pour aller faire une job plate dans une compagnie qui s'en va nulle part. Je te vois venir. OK? Puis en même temps, ça a le potentiel d'être extrêmement anxiogène. Absolument. Parce qu'il va y avoir des périodes de rush épouvantables. Oui. Puis la ligne est très mince entre excitation et anxiété. Ultimement, on pourrait dire que c'est quasiment le même sentiment. Mm-hmm. Comment tu composes avec ça? Bien, communication. C'est ça qui est important. Puis, il faut que les gens comprennent que c'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. OK? Il y a aussi le fait que ces gens-là vont avoir besoin d'avoir du support. Mais la communication est aussi importante parce que dans les deux sens. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu sais, moi, ça ne me tente pas nécessairement d'être obligé de je ne sais pas, être l'exécutif qui est en charge de RH, puis mener une équipe d'RH de 15 personnes. Je donne ça comme exemple. Ouais. Peut-être cette personne-là dit, c'est pas pour moi, non seulement ça, mais j'ai pas la formation, je me sens pas. T'sais. Moi, je veux être architecte, puis that's it. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Un technicien. Exactement. Peu importe des rôles. Un expert. Exactement. Nous, mettons les architectes, moi, j'ai des techniciens technologues qui sont seniors chez nous, que eux, ils sont là dans la boîte plus longtemps que moi. Eux ont été mes mentors à moi. Ouais. Mais je les considère toujours comme des collègues. Moi, hier soir, j'ai eu une conversation avec 2 d'entre eux pendant 3 heures d'attente. On est resté au bureau jusqu'à 7h30 le soir pour discuter un peu de la vision d'entreprise puis où est-ce qu'on s'en va et tout ça, parce qu'eux autres, ils ont fait partie d'une entreprise quand elle était petite. Puis c'est comme, j'ai besoin qu'eux embarquent, parce qu'eux, s'ils embarquent, bien, les autres vont embarquer. Parce que eux, c'est les seniors, les plus jeunes, ils regardent ces gens-là, puis ils disent, si eux embarquent, moi, j'embarque aussi. Mais la communication est importante parce que il y a aussi une autre réalité qui vient avec ça. Peut-être que les gens qui sont au sein de l'entreprise ne sont pas les gens que tu vas avoir de besoin quand tu vas avoir une entreprise qui va être 2, 3, 4 fois la taille. Effectivement. Tu as besoin des gens qui vont déjà peut-être avoir vécu ça, qui vont avoir une autre expérience, qui vont avoir un vécu, qui ont dit, moi, j'ai déjà vu une entreprise passer d'un chiffre d'affaires de 20 millions à 40 millions, je l'ai vécu, je l'ai fait. Ouais. C'est ça. Je sais ce qui s'en vient, je peux t'aider à voir les coups venir. Exactement. Donc, c'est vraiment là, des gens qui vont t'aider à voir les angles morts. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est pas pour faire peur à l'équipe que tu as. C'est des fois une constatation qui doit être faite, puis une communication qui doit être faite avec l'équipe qu'on a, puis dire, tu sais quoi,
t'es super bon dans ta job, mais je t'enlève rien. Mais c'est pas parce que là, on amène quelqu'un qui est, je sais pas, COO, là, mettons, là, d'ailleurs, qui rentre, qui là, c'est à eux que tu vas te rapporter et non à moi. Mais c'est parce que cette personne-là se rapporte à moi par la suite, parce qu'on a besoin de créer cette structure-là maintenant. L'entreprise a besoin de ça. Ouais. Ça diminue en rien ce que tu apportes. Ou ce que tu apportes. Donc, la communication est super importante. Ouais. Donc, dans la croissance, ça vient avec ça. Ça vient avec plusieurs opportunités, plusieurs risques. Il faut bien les évaluer, il faut avoir un plan. Il faut bien comprendre aussi. Puis, il faut être... faut pas que tu laisses la loyauté non plus... la bruine, là, créer de la bruine dans tes pensées. Puis je dis ça parce que des fois, la loyauté, c'est super important, puis j'y crois. OK? Mais il y a des fois où est-ce que tu dois aussi dire je suis content que la loyauté a été là, mais j'ai besoin de quelqu'un qui a des compétences, un skill set qui est différent. Mm-hmm. Puis il faut être réaliste en tant qu'entrepreneur pour être capable de croître l'entreprise. Sinon, tu le feras jamais. Ça prend du courage. Ça prend énormément de courage. C'est pas facile parce que tu as évidemment les émotions des êtres humains. Tu as des gens qui vont... ça passera pas. Ça va être difficile. Des fois, pour certains, c'est très difficile de dire pourquoi est-ce que je vais avoir un autre boss? Ou je peux plus parler au patron directement comme je parlais avant parce que le patron il est trop occupé ou il voyage beaucoup. Ça, c'est une réalité que je vis un petit peu en ce moment. Là, on me dit souvent, Fernando, tu es très occupé. Puis je fais du temps pour... Je dis aux gens... C'était de faire de la place. Mais... Je fais de la place. Je fais des appels avec des gens, des fois en soirée, les week-ends. Il n'y a pas de problème pour les aider. Puis je sais qu'ils savent ça. Mais je sais aussi que le feedback que j'ai, c'est comme tu es très occupé. Puis ils voient parce qu'ils essaient d'avoir des créneaux dans mon calendrier, tout ça. Puis je suis full book. Ouais. Donc, mais je leur dis, écoutez, envoyez-moi un message. Je suis capable d'y répondre. On est capable de regarder ça. Puis si vraiment, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre cette décision-là? C'est là où est-ce que, au cours des 2 dernières années, c'est ça que j'ai fait. C'est que j'ai formé les gens à dire, OK, là, c'est plus moi qui prends ces décisions-là, c'est vous autres. Puis, pour vous donner une idée, au cours des 5-6 dernières années, même avant que je fasse de la grosse transaction et tout ça, je disais déjà aux architectes qui travaillaient avec moi, sous mes ordres à moi, là, si on peut dire ça, je leur disais, il n'y a pas une erreur que tu peux commettre que moi, je ne peux pas réparer. Donc, vas-y. Je faisais confiance à ces gens-là. Mm-hmm. Donc, là, ces gens-là, ils sont OK, mais c'est drôle, hein? Mais c'est là où est-ce qu'ils en commettent moins d'erreurs. Tout à fait. Fernando, tu ne me croiras pas, mais l'entrevue, c'est vraiment à sa fin. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. J'aimerais voir le dessin que tu t'es fait dans ta tête si on saute dans le 20X, dans le 20X. La business, elle ressemble à quoi en taille, en répartition mondiale? Je veux voir ton dessin. Alors, juste 30 000 pieds d'altitude ici, là, sans tous les détails. Écoute, nous, c'est de faire de l'architecture et du design à l'échelle mondiale, d'aider des entreprises vraiment là, à eux réaliser leur vision. C'est ça qu'on cherche à faire. Mm-hmm. Peu importe c'est où dans le monde. Le monde est pas plus petit, il est toujours de la même taille, mais il est plus rapproché que jamais. Absolument. Ça fait en sorte, les Zooms, les Teams et tout ça, tout est possible. Bien oui. Bientôt, on va voir la technologie du langage qui va rentrer l'année prochaine, où est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va faire les traductions live. Oui. Donc ça va changer aussi la donne. À distance. Exactement. Tout ça, hologramme, ça s'en vient aussi. Donc la technologie va beaucoup aider avec ça. Puis, vraiment, pour revenir à la question, je dirais que nous, on va être dans plusieurs villes américaines. On va être en Amérique du Sud, en Europe. Puis le Moyen-Orient, c'est très possible aussi. Et une question bonus. J'avais dit dernière question, mais tu sais, comme un enfant, la dernière des dernières. Allez-y. Tu as parlé que tu as du monde, va falloir que tu embauches, tu sais. Oui. Et toi-même, comment tu dois te développer pour être à la hauteur du futur que tu viens de nous peindre? Super excellente question parce que c'est pour ça que j'ai engagé un coach CEO. C'est pour que quelqu'un me garde imputable au point de vue de mon poste à moi. Ouais. J'ai écouté une entrevue, c'était Simon Sinek,
Puis sûr, lui, ouais. il a donné... Start with why. Ouais, c'est Start with Why, exactement. Mais Simon Sinek, il donnait l'anecdote, là, c'est que lui, il parlait d'un exemple où est-ce que un secrétaire de la Défense est arrivé pour une entrevue. Puis il dit, puis là, c'est le secrétaire de la Défense qui parle, puis il dit, moi, j'ai débarqué de l'avion privé, une voiture m'attendait, je suis arrivé ici, tout était prêt pour moi, on m'a donné une tasse de café dans une belle coupe, puis tout avec une assiette, puis tout était prêt pour moi. J'arrive 2 ans plus tard, je ne suis plus secrétaire de la Défense. Je suis arrivé dans un vol commercial, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai manqué mon taxi, j'ai dû prendre un Uber, je suis arrivé en retard, il pleuvait, je suis tout mouillé, je suis rentré dans mon entrevue, j'ai posé la question, y a-t-il du café? On m'a dit, oh oui, les coupes de styrofoam sont dans le coin, avec le café dans le coin. Puis il dit, c'est parce que la tasse de café et tout ce que j'avais avant, c'était pas pour moi. C'était pour le poste que j'occupais. Mm-hmm. Puis, moi, j'utilise beaucoup ça. Je me regarde dans le miroir tous les jours pour dire, est-ce que je suis la bonne personne pour être le PDG de l'entreprise? Pour le moment, je réponds oui. J'ai pris un CEO coach pour m'aider là-dedans, pour aussi m'aider à m'évaluer moi-même de façon trimestrielle et annuelle, de dire, OK, je fais-tu la bonne chose? Est-ce que je suis la bonne personne? Parce que tu peux être actionnaire, mais pas être le PDG aussi. Absolument. Bon. C'est 2 choses complètement différentes. Exactement. Ouais. Donc, pour aujourd'hui, ça fonctionne. On va voir ce que demain me réserve. Ouais. Mais je me regarde dans le miroir. Donc, c'est important de rester humble et de rester vraiment terre à terre envers soi-même, de se regarder dans le miroir et dire, est-ce que je suis la bonne personne pour mener l'entreprise? Ou est-ce que je peux engager quelqu'un qui peut la mener, qui a déjà fait ça? Je donnais l'exemple il y a quelques instants dans le balado plus tôt. Peut-être qu'il va falloir qu'à un moment donné, je dise, là, j'ai doublé la taille, mettons, je donne un exemple. Puis, on est 5 ans plus tard, on est en 2030. Puis là, je dis, bien là, pour la doubler encore, là, je suis pas la bonne personne. Peut-être pas, exact. Moi, il faut que je me tasse. Cette humilité-là. C'est ça. Moi, il faut que je me tasse, puis il faut que j'engage quelqu'un qui est capable de faire ça. Ouais. Parce que je suis pas la bonne personne. J'ai jamais fait ça. C'est difficile. Je me vois pas faire ça. Peut-être que je suis ailleurs dans ma vie personnelle. Peu importe la situation dans laquelle je suis. Mais c'est important en tant qu'entrepreneur de vraiment rester humble et rester, puis pas se dire, c'est parce que j'occupe ce poste-là, puis il est à moi parce qu'il est à moi. Là. Ouais. Non. Je l'ai acheté le poste en plus. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Tout à fait. Ouais. All right. C'est ça. Merci beaucoup, plaisir. Fernando. Écoute, Merci à vous autres. je retiens vraiment beaucoup de choses intéressantes de cette entrevue. J'ai aimé toute la section où on a parlé de reprenariat. Beaucoup de reprenariat au Québec. Pas assez, comme on disait en pré-entrevue, mais félicitations vraiment pour ce succès-là qui vous a amené jusque-là. Félicitations à tes partners d'avoir parti la machine. C'est tough partir une business puis de l'amener du point A au point B et puis de toi, tu veux l'amener dans les C'est difficile, il ne faut pas oublier, c'est difficile. En tant qu'on parle de reprenariat, puis pour tous les entrepreneurs qui sont au point de leur vie, dans leur carrière, où est-ce qu'ils veulent vendre leur entreprise, de se rendre compte que c'est pas facile de vendre l'entreprise. Il faut avoir du courage aussi de dire, absolument, je veux la vendre, et avoir le courage aussi de dire, là, elle est vendue, je veux coacher cette personne-là, mais la décision leur revient. Mm-hmm. C'est leur, et avoir le courage aussi et l'humilité aussi de dire, moi, je te conseille de faire X, Y, Z. Moi, ce que je fais, c'est ça. Puis moi, la décision que je prendrais, c'est peut-être ça. Mais c'est là où ils doivent arrêter. Absolument. Puis laisser la personne qui a pris ça. Call la shot. Call la shot. C'est pour ça que tu es là. Puis vis avec la décision. C'est ça. Normand, le mot de la fin? Écoute, merci premièrement. Très généreux ce que tu viens de nous offrir aujourd'hui et à tous nos auditeurs. J'allais dire, tu nous as communiqué une intelligence avec laquelle on a le goût de foncer. Oui. Un sans limite. Un sans limite. Puis, donc, les seules limites qu'on s'impose, c'est celles qu'on se définit nous-mêmes. Absolument. Puis, tu nous as vraiment démontré ça. Félicitations. Merci. Beaucoup de succès pour le futur. Merci. Puis, on va peut-être se reparler dans une couple d'années, voir comment le plan s'est réalisé. Tout à fait. Excellent. Merci à vous autres. Merci.